Merci. Alors c'est pas exactement la première présentation, hein. J'avais présenté quelque chose sur les chiroptères l'an dernier, pas du tout le même domaine, mais on va se reprêter à l'exercice cette année. Donc, ce qu'on va faire avec Julien, c'est qu'on va vous présenter un projet sur l'ingestion des vaches laitières, sur toute la vie productive de la vache laitière finalement, parce qu'on s'intéresse beaucoup aussi aux vaches en lactation. On s'est aussi intéressé aux vaches taries. Donc, depuis plusieurs années, on mesure sur la ferme des Trinotières, à l'aide des auges peseuses, l'ingestion des animaux au cours de leur vie. Donc, avant de partir bille en tête sur les résultats, on voulait vous remettre cette courbe qu'on connaît tous, hein, donc elle est issue du livre rouge INRA 2018 et du système d'alimentation qu'on utilise tous les jours. Donc là, l'idée, c'était de mettre en avant cette courbe d'ingestion qui augmente en début de lactation et puis qui diminue fortement à l'approche de la phase de tarissement et qui diminue aussi légèrement avant le vélage. Donc les constats sur ces deux phases d'élevage-là, pour ce qui est en lactation, on a des prévisions de l'ingestion qui sont basées sur une alimentation à volonté. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Hyper important de l'avoir en tête. Et puis la question, c'est est-ce bien le cas en élevage de cette alimentation à volonté et quels conseils on fait demain aux éleveurs? Et puis sur la phase de tarissement, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de références récentes, notamment des références françaises sur cette phase-là. Beaucoup de références essentiellement étrangères et notamment nord-américaines. Donc, on a découpé, les projets en deux essais. Donc, le premier projet, il s'appelait CITAR, pour capacité d'ingestion des vaches taries. Donc là, l'objectif, c'était, sur plusieurs années, mesurer des ingestions individuelles de vaches taries et de mettre à jour des références d'ingestion qui étaient du coup un petit peu obsolètes. Donc là, on a eu 3 années d'essai et on a eu 63 animaux qui sont rentrés dans cet essai. Et ensuite, on a eu en parallèle le projet Harpagon sur l'alimentation de précision, où là, du coup, on a mesuré les conséquences d'une alimentation qui n'était pas offerte à volonté, alors à l'auge, j'entends, sur la réponse au concentré de production. Donc là, on a eu 3 challenges alimentaires. Donc, on a fait des réductions d'apport de concentré de production, mais Julien précisera ça par la suite. Et donc, on a étudié ça sur 60 vaches laitières en lactation, avec à chaque fois des mesures d'ingestion individuelle au dispositif des auges peseuses. Donc pour ma part, je vais commencer par le projet sur les vaches taries. Donc pour rappeler un peu le dispositif expérimental, déjà la marque de fabrique sur la ferme, c'est de proposer aux vaches taries une unique ration mélangée et qui est bien, vous avez vu, on l'a souligné, à volonté. La mesure de l'ingestion se fait avec bien une distribution à volonté pour bien montrer toutes les variations possibles. Donc la ration tarie, elle était la suivante. Donc c'est une ration qui ressemble quand même beaucoup à la ration en lactation, donc avec 56% d'ensilage de maïs, 32% de paille et puis 11% de tourteau de colza avec 1% d'un minéral tari et du chlorure de magnésium. Donc en kilos de matière sèche, vous avez les quantités sur la droite. Et ce qui est important de retenir, c'est que nous, pour équilibrer cette ration en amont de l'essai, on a retenu une ingestion théorique de 14,4 kg de matière sèche. Donc on a en fait fait un compromis entre les valeurs de référence qu'on connaissait déjà, qui sont plutôt aux alentours de 13,5, et des ingestions qui étaient un petit peu plus importantes et qu'on commençait à observer aux auges peseuses. Donc ça, c'est le résultat presque qu'il faut retenir, c'est que en fait, les vaches taries, alors en moyenne, elles ont ingéré sur la phase de tarissement 16,8 kg de matière sèche. Donc vous voyez, on est très loin des 13,5 attendus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu scinder les animaux par catégorie. Donc vous avez les primipares et les multipares, et puis on a même scindé les multipares en mettant les multipares qui réalisaient leur deuxième période sèche, donc les PS2, et puis leur troisième période sèche et plus. Donc, on a des effectifs qui vous sont détaillés ici. Donc, ce qu'on remarque, c'est que les primipares, elles ingèrent moins que les multipares. Ça, on s'y attendait. Et c'est vraiment la partie parité qui fait foi, puisque les niveaux d'ingestion sont identiques en fonction des animaux. Ensuite, ce qu'on s'est intéressé, c'est à la dynamique de cette ingestion. Là, vous avez eu l'ingestion moyenne. Maintenant, comment elle se comporte sur toute la phase de tarissement. Donc, vous avez ici des données d'ingestion journalière de la semaine -6 avant le vélage jusqu'au vélage. Donc déjà, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une forte variabilité. On a des animaux qui vont manger 14 kg de matière sèche en moyenne, contre d'autres qui vont manger 20 kg de matière sèche. Et ensuite, là, on a été assez surpris de ce résultat, c'est qu'on a une baisse qui est finalement modérée par rapport à ce qu'on attendait. Rappelez-vous la courbe du début, on n'a pas cette baisse d'ingestion qu'on attendait, et donc se pose la question ensuite de l'équilibre des rations. Ensuite, on a fait un exercice, on a un peu challengé le livre rouge là-dessus. Le graphique que vous voyez à gauche, en fait, c'est les ingestions qui ont été mesurées en bleu sur la ferme des Trinotières pendant la phase de tarissement. Et la courbe rouge, c'est les ingestions que prédit le système d'alimentation INRA 2018 pour ces mêmes animaux et pour ces mêmes rations chaque semaine. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les courbes, elles sont pas confondues.
Ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'on a des dynamiques qui sont similaires entre les ingestions mesurées et prédites. Donc, on n'est pas sur une erreur totale de prédiction, on est sur une sous-estimation. Et donc, du coup, ce travail a permis, nous, de mettre à jour les équations INRA. Donc, les futures mises à jour du système INRA, il y aura ces résultats d'études qui vont rentrer en ligne de mire. Et ensuite, les conséquences de cette ingestion qui est plus élevée, ça a forcément des conséquences sur l'équilibre de la ration, puisque en prépa-vélage, on a tendance à concentrer les rations parce qu'on attend cette baisse d'ingestion. Donc, avec une ingestion qui a été de 2,4 kg supérieure à ce qui était prédit, on a du coup une suralimentation en énergie, en protéines et du coup aussi en minéraux. Donc, on est à 1,7 UFL par jour, 155 grammes de PDI et puis 7 grammes pour le phosphore et le calcium. Alors, ça paraît pas énorme comme ça, mais sur des durées de lactation qui peuvent parfois atteindre 9 semaines dans certains élevages, on peut observer du coup des suralimentations de ce côté-là. Donc, on a des apports réels qui sont supérieurs aux apports prévisionnels. Et puis, point de vigilance sur les variations d'état corporel à l'approche du vélage qui sont pas du tout conseillées et qui, du coup, pourraient être la conséquence de ce phénomène-là. Alors, nous, au Trinotière, finalement, même avec cette suralimentation énergétique et protéique, on n'a pas observé de gain de poids vif vraiment important. On était à 0,3 points sur les 6 semaines avant le vélage là-dessus. Donc, une fois que les vaches ont vélé, elles sont plus taries. Et du coup, on peut faire des essais sur les vaches en lactation. Et c'est ce qu'on a fait dans le cadre du projet Harpagon, qui était un projet qui portait sur l'alimentation de précision. Et donc là, on va s'appuyer, on va pas parler vraiment d'alimentation de précision ici, mais on va s'appuyer sur les données du premier essai réalisé dans le cadre du projet, au cours duquel, en fait, nos vaches laitières ont été alimentées en ration semi-complète, donc avec une ration distribuée, une ration de base distribuée à l'auge, avec des mesures individuelles d'ingestion, et puis du concentré de production qui était distribué via des DAC. La particularité de la complémentation en concentré de production, c'est que les vaches recevaient toutes, pendant 3 semaines, 4 kg de concentré de production, sans distinction de quantité en fonction de je ne sais quoi. Et les 3 semaines suivantes, elles recevaient toutes 1 kg de concentré de production. Et ça, on l'a répété 2 fois. L'objectif, c'était de voir comment les vaches réagissaient à ces variations de concentré de production, à ces baisses de concentré de production. Et on voulait surtout voir comment les vaches activaient les différentes possibilités qu'elles avaient de s'adapter, à savoir consommer plus à l'auge, ce qu'on a appelé compensation. Elles pouvaient aussi baisser leur production laitière ou encore mobiliser dans leurs réserves ou faire les 3 en même temps. Donc ça, c'était ce qui était attendu. Et comme une des hypothèses, c'est que en élevage, toutes les vaches ne sont pas toujours à volonté, on s'est demandé quelles étaient les réactions possibles de ces vaches si elles n'étaient pas alimentées à volonté. Et donc c'est ce qu'on a fait avec le lot appelé limité en rouge à droite. L'eau qui a subi la même alimentation, en revanche, il n'avait pas la possibilité de consommer davantage à l'auge quand on les passait de 4 à 1 kg de concentré, alors que le lot volonté, il faisait ce qu'il voulait, quand il voulait. La conséquence de cette histoire, c'est que quand on regarde les performances des 2 groupes de vaches, donc en fonction de leur alimentation soit à volonté, soit limitée, eh bien le groupe à volonté, si on commence par lui, en fait, il a effectivement mobilisé ce levier compensation à l'auge, il a augmenté l'ingestion de la ration de base à l'auge, il a aussi réduit légèrement sa production laitière de 0,7 kg si on l'exprime en lait brut, mais quand on regarde la production laitière corrigée des taux, quand on ramène tout au même taux protéique et au même taux butyraux, on voit même que les vaches arrivent à maintenir, dans ce cas de figure-là, leur production laitière corrigée des taux. En revanche, quand on empêche les animaux de compenser en loge, on voit que c'est une autre histoire. Parce que, pour le coup, déjà, bon signe pour nous, on a réussi à le faire, parce que c'est pas si évident. On voit que les vaches, quand elles étaient à 4 kg de concentré, ou quand elles étaient à 1 kg de concentré, on a réussi à maintenir la même ingestion à l'auge, et ça, c'était vraiment voulu lors de la mise en place de l'essai. Et donc ces vaches, elles n'ont eu d'autre choix que de baisser leur production laitière, et cette fois-ci de beaucoup plus marqué, puisqu'elles ont baissé d'1,7 kg la quantité de production laitière brute, et à peu près d'autant la quantité de lait produit quand on le corrige des taux. Donc on voit que finalement, cette notion de à volonté, même si nos vaches limitées consomment encore près de 22 kg de matière sèche, ce qui est loin d'être ridicule, on voit que la conséquence, c'est que la production laitière est nettement réduite quand les animaux sont alimentés de manière limitée. Quand on traduit ça en efficacité des concentrés,
On constate que dans notre lot à volonté au trinotière, on était sur une efficacité du concentré de l'ordre de 0,5 kg de lait par kilo de concentré de production. Ce sont des choses qui étaient déjà bien connues. Trévarez a travaillé là-dessus depuis longtemps et observé tout à fait les mêmes efficacités. En revanche, quand les animaux sont limités, l'efficacité apparente est complètement différente. Elle est doublée. On arrive dans notre cas à 1 kg de lait par kilo de concentré. Donc on voit que cette notion de à volonté, c'est pas juste un truc pour faire une ligne de plus dans le livre rouge, mais c'est vraiment un élément important à prendre en compte pour le rationnement des vaches laitières. Et donc ce qu'on peut conclure au travers de ces deux approches, à la fois l'ingestion des vaches taries, mais aussi l'ingestion à volonté ou pas des vaches en lactation. Premièrement, c'est que notre travail sur les vaches taries permet aujourd'hui de mettre à jour par les collègues d'INRAE les équations de prévision de l'ingestion des vaches taries, et ça permet du coup de proposer un rationnement qui soit un peu plus adapté à la réalité des animaux d'aujourd'hui. On voit que cette notion d'alimentation à volonté, c'est quand même un prérequis pour plusieurs raisons. D'une part, pour arriver à faire des rations basées sur des fourrages bien ingérés qui sont quand même un peu moins coûteux que les concentrés. D'autre part, pour utiliser juste correctement le système d'alimentation d'INRAE, parce que je rappelle, ce système-là est basé sur des rations apportées à volonté. Donc si on veut bien calculer des rations, il faut s'assurer que les animaux soient alimentés à volonté. Et puis enfin, pourquoi s'intéresser encore et toujours à l'ingestion, c'est que certes, il y a beaucoup de critères de rationnement qui parlent de concentration énergétique, protéique, etc. N'empêche que pour produire du lait, pour produire de la viande, c'est bien les apports totaux qui vont compter. Et donc le réglage de la carburation au travers de ces concentrations ne peut se faire que si on prend aussi en compte l'ingestion des animaux. Et le mieux, c'est de le prévoir pour faire des rations qui soient adaptées aux animaux qu'on veut alimenter. Merci de votre attention. Merci Lucie, merci Julien. Alors on va passer à la phase questions. J'espère que vous en avez. Très bien, il y a déjà une question. Jean-Jacques, ici. Le temps que ça circule, je fais le chat. Quelle était la teneur en MAT de la ration ingérée dans l'étude vache-tarie ? De mémoire, c'était pas beaucoup, à peu près 7%. Mais en fait, c'était volontaire parce qu'on avait anticipé que les vaches consommaient probablement plus que ce qu'on pensait. Et donc, si on s'était calé sur des concentrations en MAT ou en PDI, moi je préfère les PDI quand même, on aurait sans doute explosé les compteurs. Donc, on a volontairement cherché à couvrir les apports, pas plus. Et une autre, là, tant que j'y suis, pardon. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas eu d'effet sur les NEC entre les différents challenges alimentaires ? Alors, on a parlé tout à l'heure de l'annexe, j'ai pas osé intervenir, mais en fait, l'annexe c'est cumulatif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme vous, si vous mangez beaucoup de chocolat ce soir, ça va aller, vous inquiétez pas, vous aurez mal au ventre, mais c'est tout. Par contre, si vous faites ça pendant 2 mois, c'est possible que ça se voit à un moment donné. L'annexe c'est pareil. L'annexe en 3 semaines, en fait, même si faudrait vraiment avoir des régimes hyper restrictifs. Et c'est pas avec 3 kg brut de concentré en moins sur des rations à 25 kg d'ingestion qu'on est vraiment restrictif. Certes, c'est beaucoup, mais il faut le relativiser, quoi. Donc, heureusement qu'on voit pas des trop gros écarts de NEC, et c'est pas facile à voir, hein. Les notateurs, quand on voit les vaches toutes les semaines, on se souvient, et l'effet notation, l'annexe, c'est pas si simple que ça, quoi. Oui, Benoît Rubin, Institut d'élevage. Est-ce que ça, justement, ça met pas en évidence quand même des écarts d'efficience ? Parce que vous avez parlé de 14 à 20 kilos d'ingestion par vache tarie, c'est colossal. Ça fait 30% d'écart. Sans écart de NEC, où va l'énergie, où va l'aliment, quoi. Donc ça pose des questions d'efficience sur les vaches taries, mais aussi, Julien, t'as pas trop parlé d'écart sur les vaches en lactation. Quels sont les écarts d'efficience sur les vaches en lactation ? Est-ce qu'on a des écarts aussi d'efficience sur les vaches en lactation ? Sur les ingestions qui étaient variables en tarissement, donc de 14 à 20, on a aussi des animaux qui n'ont pas les mêmes gabarits entre les primipares et les multipares. Donc il y a aussi un facteur capacité d'ingestion et puis poids de l'animal qui rentre en compte là-dessus. Et potentiel génétique. Alors nous, on pourrait, parce que nos animaux, ils sont génotypés, donc on pourrait aller regarder ça, mais ça joue énormément sûrement, oui. Ouais, c'est ce qu'a dit Lucille. En fait, le niveau d'ingestion, c'est ramener quand même ce qu'elles mangent à leur poids. Ce matin, on a un peu eu le débat sur les émissions de méthane. En fait, il faut toujours ramener ça à un poids de l'animal. Et sur les questions de l'efficience, oui, il y a des différences d'efficience.
Je vous renvoie à la thèse d'Amélie Fischer, ce serait un peu long de détailler ici, j'en serais bien incapable, mais en fait, sur des animaux, pour pas les citer, des vaches laitières en lactation, mais je pense que c'est vrai pour des vaches allaitantes aussi qui sont amenées à faire plusieurs cycles de production, plusieurs veaux, plusieurs lactations. La difficulté, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met dans l'équation, parce que si on fait une efficience vraiment court terme, on va avoir tendance finalement à retomber sur la production laitière maximale, faut être honnête, ou le ratio kilo de lait produit par kilo de matière sèche ingérée. Sauf que ces ratios-là, ça va bien sur des animaux peut-être à cycle court, qui sont destinés à la viande comme les animaux à l'engrais. Pour des animaux qu'on veut faire revéler, faut aussi prendre en compte cette question de revélage et la capacité à durer, quoi. Donc, moi, je suis un peu partagé. Les travaux d'Amélie sur l'efficience des vaches laitières, l'efficience alimentaire, montraient que oui, il y a des différences, mais qu'il y a beaucoup plus à gagner sur les sujets que mes petits prédécesseurs ont évoqués dans les présentations d'avant, notamment sur l'âge au premier vélage, sur la longévité, etc. Il y a plus à gagner là-dessus qu'à essayer de faire des choses compliquées sur l'efficience alimentaire. Et puis, on a du mal à tout maîtriser, honnêtement, parce que nous, on le fait avec des équipements un peu sophistiqués. En élevage classique, c'est du temps, on en a parlé avant, et c'est des équipements qui ne sont pas à disposition des éleveurs. Donc, Merci Julien, je vais faire un peu court parce que je crois qu'il y a d'autres questions qui vous attendent. Ouais, j'avais une question sur la façon dont ça avait été estimé, le côté unité d'encombrement des différents aliments, parce que là on est parti sur kilogrammes de matière sèche uniquement. Comment la paille a-t-elle été broyée? Est-ce qu'elle a été traitée? Est-ce qu'elle a été hachée extrêmement fine? Le simple fait qu'on ait une ration qui est relativement diluée en UFL, on a vu qu'on a augmenté beaucoup l'ingestion, mais pas tant que ça la quantité d'UFL apportée en plus. Ça peut aussi jouer sur le côté métabolique et volonté d'ingestion. Donc il y a ces effets unité d'encombrement à prendre en compte au-delà de la matière sèche, peut-être. Nous, du coup, c'est une ration qui est complète mélangée, donc la paille, elle est bien incorporée dans la ration. Donc ça, c'est la stratégie commune qui est faite sur la ferme. On est sur une paille avec des brins de 4 cm à peu près, 4-5 cm. Donc on pourrait être encore plus petit. Peut-être qu'on observerait d'ailleurs des ingestions qui sont encore plus élevées. Après, sur les valeurs d'encombrement... Ouais, de l'aveu même des collègues INRAE, il y en a à côté de toi, mais c'est pas grave. En fait, l'évaluation de la valeur d'encombrement de la paille, c'est une vraie galère. Parce que pour évaluer la valeur d'encombrement, il faut un fourrage qui est distribué ad libitum tout seul. Et la paille toute seule, honnêtement, c'est pas super mangeable. Et donc, dit à l'envers, on a refait des calculs à l'envers en se disant... Si on attribuait toute l'erreur d'estimation à une erreur d'évaluation de l'UE, il aurait fallu descendre les valeurs d'encombrement de la paille à 0,6. Pour ceux qui connaissent pas trop, c'est 1,2 ou 1,3, je sais plus, dans les tables. Et 0,6, ça paraît, un maïs en silage, c'est 0,9. Donc autant dire que c'était hors sujet, que c'était pas que ça, sans doute un peu, mais méthodologiquement, on sait pas faire. Il faut mettre un peu de concentré avec la paille. On va prendre la dernière question. Oui, par rapport à l'augmentation de la capacité d'ingestion et par rapport aux références que l'on avait dans les tables INRA, est-ce que cette augmentation est liée principalement au poids des animaux ou alors à l'évolution morphologique des vaches laitières avec davantage de capacité corporelle? Je crois que vous mesuriez le poids là. Est-ce que justement, donc il y a une vraie relation entre capacité et poids des animaux, ou alors est-ce que c'est le type morphologique des vaches qui a évolué qui fait qu'elles consomment davantage? Nous, effectivement, on a des animaux qui ont un gros gabarit, mais en fait, on se rend compte avec les fermes du réseau qu'on a des grosses vaches laitières, mais comme dans beaucoup d'élevages. Donc, il y a ce format. Après, je pense qu'en plus, vu la génétique, en tout cas en Primo Holstein, on va redescendre à des formats un peu plus petits pour les prochaines décennies. Donc, je pense qu'il y a le format des animaux, mais il y a aussi et surtout les rations qu'on leur distribue. Des rations qui sont aujourd'hui mélangées, qui sont hachées plus finement, qui expliquent ça aujourd'hui, je pense. Moi, je pense en complément que, en fait, là, ce qu'on a présenté semble dire que les animaux, brutalement, ont fait un pas important en capacité d'ingestion. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui a été continu. Simplement, les modèles d'alimentation, la vache-tarie, c'était pas la priorité, n'ont pas été revus, en tout cas en France, depuis plusieurs décennies. Et donc là, ce travail on a permis de remettre le doigt dessus, mais les animaux, ils ont évolué progressivement, et simplement à force l'écart devient criant, et là on l'a simplement remis à jour, on va dire.
Et puis pour compléter, nous, c'est vrai qu'on a mesuré ça dans notre contexte au trinotière, mais ce serait intéressant de le mesurer avec d'autres rations, des tarissements aussi qui se font en 2 phases avec une période pré-pavélage, et puis aussi avec de la paille qui peut être distribuée soit à côté de la ration, soit avec des fibres plus longues ou moins longues, quoi. Et donc la manip qu'on a fait, en fait, les collègues INRAE ici à Rennes ont entrepris de poursuivre ce travail-là sur d'autres types de rations, justement pour ne pas rester sur les Holstein, les Trino avec une seule ration qu'on a testée, hein, malgré tout. C'est vraiment la dernière question. Dernière question. Vous montrez l'importance du à volonté. Quel conseil vous donneriez aux éleveurs, parce qu'on parle, nous, de 5% de refus. Est-ce qu'il y a d'autres critères à prendre en compte pour respecter ce à volonté? Alors nous, 5%, c'est à peu près ce qu'on fait. On est entre 5 et 10% là sur la ferme. Ensuite, moi, j'ai souvent cette notion que j'annonce, c'est la différence entre le refus et le surplus. Pour moi, c'est pas pareil. 5% de refus avec une ration tarie, par exemple, où il te resterait que de la paille le matin. Bah, là, potentiellement, c'est pas que du refus, c'est du fourrage que de toute façon, il n'aurait pas été consommé. Donc, c'est plutôt de se dire, d'avoir une ration qui est bien mélangée, qui est homogène, et qui le lendemain, on aime bien souvent voir la crèche de l'étable bien vide. C'est pas forcément le conseil à prendre. Et aussi avoir conscience que cette ingestion à volonté et ce comportement alimentaire qui est continu toute la journée, ça peut avoir aussi des impacts sur notamment des systèmes en traite robotisés où il y a du mouvement des animaux, etc. Donc, ce serait ça le conseil. Le 5% de refus, mais avec la ration qu'on a distribuée la veille, quoi.